Bonjour à toutes, bonjour à tous. Content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Maintenant, vous connaissez le format, hein. Comme d'habitude, on va se faire un point sur les matchs de la nuit avec notre CQFR vidéo. Et d'ailleurs, il y a eu une très belle nuit aujourd'hui, ce matin en NBA, avec deux matchs, deux très beaux matchs. Les Kings qui ont battu les Warriors 114-106, les Sixers qui ont battu les Nets 96-84. Pardon. Et pour en parler, je suis rejoint par Shai Mamou, comme d'habitude. Ça va, Shai? Ouais, ça va Antoine, très bien. Impec. Je te propose qu'on commence tout de suite avec le match des Warriors contre les Kings. Franchement, super match. On a pas mal vibré. Ça fait 2-0 pour Sacramento. Qu'est-ce que tu retiens en priorité de ce match? Eh ben, que Sacramento is the real deal. Non, mais on savait qu'à domicile, il serait difficile à maîtriser pour les Warriors, mais là, je retiens l'atmosphère incroyable qui les porte dans les moments où c'est plus compliqué. Je retiens un mental impressionnant. Je retiens, étonnamment ou pas, le fait que je les ai trouvés extrêmement bons en défense, en fait. On s'attendait à ce que ce soit une équipe ultra offensive. C'est une équipe ultra offensive. En saison régulière, on les a vus faire péter les scores malgré le fait que Mike Brown soit un coach à étiquette défensive à la base. Là, je trouve qu'on a revu un peu le coaching défensif de Mike Brown sur plein de petites choses dans les rotations, les choix défensifs, et ça a payé parce que prendre encore que, entre guillemets, 106 points contre ces Warriors-là, tout en montrant tout ce qu'ils ont montré de bon à la fin, ce quatrième carton encore où D'Aaron Fox c'est le roi du quatrième carton, c'est lui. Il est encore efficace, juste. Puis voilà, un match bouillant, électrique comme on les aime. C'est une série qui continue de promettre. L'ambiance est folle. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord pour la défense. Je vois ce que tu Ah, veux dire. C'est vrai, il y a eu, notamment quand ils ont trappé Curry sur pick and roll, il y avait de l'engagement. En fait, je trouve que les Kings ont été très très bons dans l'engagement plus que complètement dans la défense. Mais je vois ce que tu dis, et c'est vrai, il y a eu des belles séquences défensives, notamment à la fin. Il y a des joueurs qui se battent, il y a des joueurs qui se donnent. Mais j'arrive pas à savoir, peut-être que je me trompe, si c'est pleinement de la défense ou si c'est, les Warriors qui n'ont pas très bien joué, qui ont manqué d'adresse, et aussi les Warriors qui, au final, n'ont qu'un seul vrai playmaker à partir du moment où Draymond Green sort. Stephen Curry est obligé de faire beaucoup de choses tout seul. Et du coup, les Kings ont pu se concentrer essentiellement sur lui. Parce que Jordan Poole était à la rue. Jordan Poole a terminé, n'a joué que 16 minutes. Il a terminé à 1 sur 7 au tir. Et du coup, on ne l'a pas revu dans les moments clés parce que, de toute façon, il n'y était pas. Donc, du coup, il y avait un seul joueur qui faisait vraiment la différence. Parce que après, j'ai trouvé que dans plusieurs moments du match, les Kings se prennent tellement facilement des drives. Honnêtement, au point où moi j'étais en train de me dire, mais cette équipe, elle va avoir du mal parce que c'est trop facile d'aller marquer 2 points en fait contre Sacramento. Mais au final, tu as raison, c'est vrai que sur la fin, notamment dans le quatrième quart-temps, il y a eu beaucoup de séquences où les mecs sont arrachés, même Sabonis, qui n'est pas réputé pour sa défense, qui courait dans tous les sens, qui trappait. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de ça. il a donné de son corps, hein, Sabonis. Il a la séquence, la fameuse séquence avec Draymond Green, et même au-delà, il a tenté de provoquer des fautes offensives. Ouais, du vice. Il y a voilà, un petit peu de vice. Oui, tu as raison, il provoque une faute offensive. Oui, c'est une belle. Ah non, quoique, elle est Non, overturn, ouais, pardon. elle Elle était est Everton, overturn. mais même dans le sacrifice, et comme tu parlais de l'énergie et de cette intensité, de cette énergie, ils les ont battus là-dessus aussi, hein. Faut pas se... Ouais, Les clairement. Warriors ont manqué d'agressivité globalement. Bon, à part Draymond, mais c'est de l'agressivité un peu bête sur cette action que vous avez sans doute vue maintenant à l'heure qu'il est, où Sabonis a ce côté vicieux où il lui accroche, la cheville au moment de se relever. Et bon, après, il n'est pas du tout obligé de le piétiner à la Zizou contre l'Arabie Saoudite, hein, il n'y a pas de problème. Mais Oui, Draymond Green expulsé là-dessus. Draymond Green expulsé, fort logiquement, et derrière, il essaye de. Ça aurait pu être le moment où les Warriors se réveillaient, parce que derrière, j'ai eu l'impression il a essayé de les galvaniser, genre, allez les gars, c'est bon, je me suis sacrifié, à vous de faire le taf. Sauf que derrière, les Kings ont réussi à pas se laisser prendre justement par ça, et ils ont encore une fois, comme au premier match, c'est ça le plus impressionnant presque, c'est ce sang-froid dans des moments où ils pourraient émotionnellement être dépassés par une équipe qui est championne en titre. Et je repense à ce que tu viens de dire sur les drives. Ouais, on a fait le même constat de toute façon en regardant le match. À chaque fois que Curry drivait, ça faisait panier quasiment. Sauf que la tendance naturelle de jeu des Warriors à chercher quand même les tirs extérieurs fait qu'ils ne se sont pas forcés à faire ces drives. C'est peut-être une piste à explorer pour après, parce que
mais ils sont pas forcés à exploiter ça complètement, je trouve. J'ai l'impression qu'il leur manque des mecs qui ont du punch balle en main et il leur manque du banc. Ouais. Le banc. Alors, Gary Payton a été excellent. Excellent. Ouais. Incroyable, autant en attaque qu'en défense. On l'avait déjà dit, je crois que c'est dans le podcast ou dans un CQFR qu'on a dit qu'il n'y a que Gary Payton qui peut défendre sur des Aaron Fox. Ouais. On l'a vu encore. C'est le seul qui arrive à le tenir. Et lui, il a été très bon, mais derrière, le banc a été cata. Jeff Green a quasiment pas joué, Jonathan Kuminga a quasiment pas joué, Dante DiVincenzo a fait un passage anecdotique sur le terrain en 13 minutes. Ouais. Oui, pas Jamichael Green, tu voulais dire. Ouais. J'ai dit Jeff Green, mais c'est Jamichael Green. Ouais. Moses Moody n'a pas été mauvais, mais il a joué que 8 minutes au final. Le banc des Warriors a très peu d'impact, alors que celui des Kings, peu importe qui rentre, ça joue. On reparle de l'envie dont tu parlais. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est impressionnant la manière dont ils arrivent à garder cette maîtrise malgré l'enjeu, malgré la pression. Davion Mitchell aussi fait un super match. Il marque 14 excellent, points. Davion Mitchell. Hein, on repense à ce moment où ils l'ont drafté. On se disait, ils ont déjà beaucoup de joueurs sur son poste, etc. Mais sur l'énergie, la défense. Et lui, il défend. Ouais. Au final, Huerter prend une 5e faute très tôt dans le 4e quart-temps, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et du coup, Mitchell bouge plus et il a été excellent dans toutes les décisions. C'est un super joueur. Et c'est vrai que lui, il défend pour le coup. Tu vois, il défend. C'est vrai que sur ça, je suis obligé de te rejoindre. C'est vrai qu'il défend. En fait, je sais pas. Je trouve que la défense des Kings a des lacunes. Par contre, là où je suis d'accord avec toi sur l'envie, tu as l'impression quand tu regardes, notamment sur ce match, et même c'était déjà un peu le cas sur celui d'avant, qu'il y a une équipe qui a faim et qu'il y a l'autre qui est trop en confiance peut-être. Ou je sais pas. Ou je ne sais pas ce qui se passe avec les Warriors cette saison, mais... c'est un peu ça, bon, on va pas non plus complètement tirer la sonnette d'alarme. Je pensais vraiment qu'il prendrait au moins un match à Sacramento, mais il y a ce côté manque de mordant sur la durée. Ils ont quand même des trous d'air dans l'intensité qui sont un petit peu inquiétants et qui vont devoir rectifier. Mais pour finir sur la défense des Kings, je dis pas qu'ils sont devenus du jour au lendemain une super équipe en défense. Hein, tu vois, c'est pas. On a vu les lacunes dans la saison. Et Mike Brown s'est très bien adapté au profil offensif de son équipe. Mais c'est plus vraiment par séquence où je me suis dit, c'est bien fichu ça, tu vois. Genre, ils se sont mis à refuser des switches malgré les écrans, les déplacements. Ils sont venus aider un peu sur les drives. J'ai trouvé bien avec ce combo, avec l'intensité justement, qui fait que tu peux déranger une équipe même comme Golden State. Donc, je sais pas si ça durera. Hein, là, c'est peut-être contextuel, mais ça a fait plaisir à voir. Puis ça a galvanisé le public qui était incroyable au niveau de l'ambiance. Je disais dans l'article ce matin, on serait cru en Turquie, en Grèce ou en Serbie. Enfin, c'était un délire. C'est rare que sur les League Pass on entende à ce point les supporters en font. Et je crois que les gars de Kings France, ils sont au match pour les deux matchs à domicile. Je pense qu'ils vivent leur meilleure vie là. Ah non, il y avait de l'euphorie et c'est bien. Écoute, ça me tend la perche sur quelque chose. Je vais tenter encore. Je m'amuse à faire des bold prédictions. Je tiens déjà à préciser que je suis ni fan des Warriors, ni un hater des Kings. Au contraire, ça me fait vraiment très plaisir de voir Sacramento. Je trouve que ce public est incroyable et que les supporters des Kings sont vraiment incroyables. D'afficher une telle fidélité pour leur équipe, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fanbase comme ça en NBA. Il n'y en a peut-être pas du tout. C'est peut-être la seule, c'est peut-être la meilleure fanbase de NBA. Mais maintenant, je vais tenter ma bold prédiction. Je pense que les Warriors vont gagner les 4 prochains matchs. Ou, en tout cas, vont gagner. Soit ils gagnent en 6, soit ils gagnent en 7. Je m'explique. Alors, j'ai trouvé après la victoire que les Kings étaient euphoriques et c'est normal. Il y a un public qui est dingue. Ils ont le droit de célébrer. Il y a 2-0. Maintenant, on dit souvent qu'une série, elle n'a pas commencé tant que tu n'as pas gagné à l'extérieur. Et je pense honnêtement que là, c'est vraiment le cas. Parce que Golden State, c'est pas du tout la même équipe à domicile. On ne sait pas pourquoi, mais en attendant cette saison, c'est le cas. Ils sont impériaux à domicile. Gagner à Golden State, c'est très dur. Gagner à San Francisco. Eux aussi ont une salle chaude, même si c'est moins chaud qu'à l'Oracle. Eux aussi, ils aiment bien jouer à domicile. Les Kings, c'est pas la meilleure équipe de la ligue à l'extérieur, même si là, pour le coup, le déplacement, il est court. Et puis, c'est des playoffs, c'est pas pareil. Mais bref, tout ça pour dire, je pense honnêtement que les Warriors ont vraiment la capacité d'aller gagner les 2 prochains matchs chez eux. Et là, tu arrives donc à 2-2 dans mon scénario. Game 5 à Sacramento, avec une pression complètement différente et c'est plus la même histoire. Là, en termes d'expérience, je pense que tout ce qui manque à Golden State, c'est un coup de fouet. C'est un espèce de coup de fouet de quelqu'un qui dit non, mais les mecs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est la première fois que Stephen Curry est mené 2-0 dans une série.
C'est jamais arrivé dans sa carrière. La dernière fois qu'il a été mené par 2 matchs d'écart, c'était contre les Raptors en finale NBA. Je pense que c'est un challenge dont les Warriors ont besoin. Ils ont besoin toujours de nouveaux défis. Draymond Green, c'est le premier truc qu'il a pointé du doigt quand on lui a souligné que c'était la première fois qu'il était mené des 0. Il a dit nouveau challenge. Je pense vraiment que les Warriors sont capables de gagner les 2 prochains matchs, de gagner à Sacramento le Game 5 et du coup de finir chez eux la série Game 6. C'est très possible. Par contre, sur le côté, c'est vrai que parfois on sent des équipes qui ont fait un petit exploit, on sent de l'émotion et comme s'ils étaient déjà arrivés. Là, le caractère, la personnalité des joueurs des Kings, en tout cas des joueurs majeurs, Fox et Sabonis, je les trouve plutôt flegmatiques et pas trop prompt à l'emportement, tu vois. Donc j'ai plutôt bon espoir. Mike Brown, il connaît son taf aussi. Je pense que là-dessus, il va bien les. Mais après, ton scénario est tout à fait plausible. Je l'envisageais après le match 1, un tout petit peu moins là parce que j'ai pas trop aimé l'énergie des Warriors, mais c'est tout à fait possible. Non, tu as raison. Après, je tente, vous pourrez vous moquer de moi en commentaire la semaine prochaine ou dans 2 semaines si ce n'est pas le cas. Juste un truc aussi, c'est pas tant sur la personnalité des joueurs, mais tu as tout à fait raison, c'est important. C'est vrai que les Sabonis, les Fox, c'est des gars, même des Barnes qui a de l'expérience, c'est des mecs qui vont rester, je pense, sur Terre. Par contre, pendant une semaine, vu que là, ils mènent 2-0, pas pendant une semaine, pardon, pendant 3 jours, tout le monde va parler que de ça. Dès qu'il y a 2-0, on sait comment ça se passe dans une série. Tout le monde voit, c'est surtout dans une série où la majorité imaginait Golden State gagner cette série. Le fait qu'il y ait 2-0, on sait comment marchent les conclusions hâtives, on sait comment ça marche Internet. Je pense que pendant 3 jours, on va entendre parler que de ça. En fait, les Kings, dans les médias, les Kings ne sont pas forcément l'équipe la plus suivie, mais comme les Warriors le sont, ça va beaucoup parler des Kings. Et je pense que tout ça peut créer un espèce de truc. Pas forcément auprès des joueurs des Kings, mais auprès des joueurs des Warriors. D'accord. Et je pense qu'ils ont besoin un peu de ce coup de boost parce que là, honnêtement, s'ils avaient juste eu plus d'envie, ils le gagnaient ce match. C'est l'impression que j'ai aussi. J'attends de voir si ça va, s'ils ont ce shift possible parce que c'est cette irrégularité dans l'énergie et l'intensité, on l'a vu toute la saison, mine de rien. Alors, il y a bien, les 20-25 derniers matchs sans Wiggins, tu peux te dire, ils avaient des circonstances atténuantes et tout, mais cette vibe bizarre depuis le début de la saison et qu'on peut attribuer ou pas à ce qui s'est passé avec Draymond Green et Jordan Poole, il y a quand même cette vibe que je sentais pas les autres années avec les Warriors. Donc, je pense qu'ils sont largement capables d'accomplir le scénario que tu as décrit, mais je reste prudent quand même avec eux ce coup-ci. Non, mais tu as raison, il faut rester prudent. Je te propose qu'on enchaîne sur le deuxième match. On a beaucoup parlé des Warriors, mais bon, c'était vraiment un match sympa. L'autre match était plus défensif, plus haché, on va dire, mais aussi très intéressant dans son résultat. Les Sixers donc, ont battu les Nets 96-84. Ça fait 2-0 pour Philly. Juste brièvement, je te lance sur ça. Ce que je retiens, c'est que Philly a pu gagner un match offensif et a gagné un match un peu moche. Exactement. Moche. En regardant le match, j'ai repensé à ce que tu disais hier dans le podcast sur la stratégie adoptée par les Nets, le fait de doubler absolument Embiid et de faire en sorte qu'il marque pas ses 40 pions par match comme il en est capable. Et je trouve que ça a encore été intéressant de ce point de vue-là parce qu'ils l'ont encore bien serré, ils l'ont obligé à faire d'autres choses et il y a très bien répondu, je trouve. Ouais. Autant sur le premier, il y avait un peu de frustration parfois où tu sens qu'il s'emportait, que ça lui plaisait pas. Il a pris que 11 tirs dans un match où les Nets ont été en tête à la mi-temps. Il a pris que 11 tirs. Par contre, 7 passes décisives, 19 rebonds. Il a eu de l'influence sur tous les autres secteurs de jeu. Dans un match où Harden n'a pas été bon, il finit avec 8 points. Pas été bon à la finition, en tout cas 8 points, 3 sur 13, 5 pertes de balles, je l'ai pas trouvé bon. Et c'est les autres, du coup, Embiid a réussi à impliquer les autres, et notamment Tyrese Maxey qui a été vraiment très très fort. Tyrese Maxey qui finit à 33 points, à 13 sur 23, 6 paniers à 3 points, dont un qui les fait basculer en tête dans le quatrième définitivement. Ouais, tu as raison, ils ont gagné un match très très ouvert offensivement sur le premier, et là où c'était plus serré, il y a ce moment où qui a selon moi un peu changé en termes de dynamique. Pour une fois, on va lancer des fleurs à Doc Rivers, mais il a pris un temps mort très très tôt dans le troisième quart-temps, alors que ça semblait repartir pas très bien à nouveau pour les Sixers. Au bout de 30 secondes, alors ce qu'il leur a dit, peu importe, ça avait l'air d'être plutôt des banalités, mais le fait qu'il arrête là et qu'il leur dise là, ça va pas du tout, l'énergie est pas bonne, derrière, ça a complètement changé. Ils sont vraiment repartis bien et les Nets ont eu du mal à suivre. Mais voilà, tout ça pour te dire que tu avais bien raison sur l'approche des Nets. Elle est intéressante et sans doute à exploiter pour les prochains adversaires, mais Embiid y a bien répondu.
Il perd 8 ballons, par contre. Il perd beaucoup de ballons. Intéressant. Mais il y en a trois, il y en a trois, juste il y en a trois qui sont complètement anecdotiques pour moi, où c'est des trucs où il est pas limite pas fautif, et une à la fin où le chrono il tourne et c'est lui qui perd la balle en fait, enfin qui accepte d'encaisser le turnover. Non, mais t'as raison de le souligner. Non, mais de toute façon, dans l'ensemble, t'as tout à fait raison. C'est vrai qu'il y répond bien. Il y a quand même un truc qui me. Je chipote peut-être un peu trop sur les Sixers. Je cherche peut-être la petite bête, mais quand en conférence de presse d'après-match, tu es obligé que ton meilleur joueur et ton coach soient obligés de faire une remarque comme « Non, mais moi, ça ne me dérange pas, je suis là que pour gagner. Les gens pensent que moi, j'aime que scorer, mais je suis là pour gagner. » Qu'on en fasse des caisses, tu vois. Quand tu es obligé de le dire, c'est qu'il y a peut-être un petit quelque chose derrière quand même, tu vois. Il avait fait pareil pour le MVP. Hein. Non, mais j'en ai marre qu'on dise que je veux que le MVP, puis après, on serait fou de dire qu'on ne veut pas le MVP. Ouais, bon, c'est un peu... Et du coup, je trouve que c'est très facile d'être content de gagner, enfin d'être content que tout le monde participe quand tu as gagné. Mais là, ce match-là, en fait, on peut le lire, je pense, de plusieurs manières différentes. S'il n'y a pas Tyrese Maxey, qu'est-ce que ça donne ce game? Et c'est que les Nets. Je ne veux pas dégrader les Nets, mais Brooklyn, c'est une équipe qui a un bilan négatif depuis le départ de Kevin Durant. C'est une équipe qui a accroché les playoffs en étant séduisante, on en a parlé plusieurs fois, mais qui n'aurait jamais, sans doute, pas fait les playoffs si elle avait joué toute la saison avec cet effectif. Sûr, en fait. En tout cas, on n'est pas sûr, mais sur la fin de saison, oui, ils ont montré des belles choses, mais ils ont terminé avec un bilan négatif sans Kili. C'est 11 victoires en 25 matchs. Donc, ils surfent vachement sur tout ce qui avait été fait avant avec Kyrie et Kevin Durant. C'est pas la meilleure. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la meilleure équipe de l'Est, et ils sont déjà sur un plan de jeu où Embiid, pendant plus de 10 minutes, il n'a pas pris un tir. Ouais. Non, mais tu as raison. De toute façon, c'est pas sur ce match-là que les Sixers vont montrer que leurs prétentions pour le titre sont justifiées. Hein. Moi, je suis toujours sceptique dès qu'il y aura un adversaire un peu plus compliqué. On va voir peut-être les limites dont on parle là. Là, c'est le Harden mode playoff, un peu malheureusement, qu'on voit depuis des années. Et ouais, s'il n'y a pas Tyrese Maxey, Tobias Harris, après, voilà, c'est leur qualité aussi. Ils ont quand même du monde qui est capable, en théorie, d'aider Embiid, d'aider Harden si ça se passe moins bien. Là, bon, moi, je trouve les Nets valeureux. Ils se battent bien. Là, leur première mi-temps est excellente. Le dunk de Cam Johnson sur Embiid, j'ai bien aimé aussi, le côté un peu nasty comme ça. Voilà, il n'y a pas énormément de choses encore à en tirer. C'est plus petit à petit les Sixers qui se font challenger. On va voir ce que ça donne, mais c'est pas sur cette série-là qu'on va voir de quoi ils sont faits, je pense. Peut-être, est-ce qu'un petit mot, je sais que tu aimes bien le joueur Tobias Harris, qui joue très juste depuis le début de la série. Il a mis 20 points, 12 rebonds là sur ce match. Ouais, j'aime bien ce joueur. J'aime pas spécialement ce joueur dans ce contexte-là de Philadelphie. Je l'aimais bien dans les équipes plus obscures, en fait, paradoxalement, genre Orlando, Détroit, voilà, Orlando. Tout ça. Mais par contre, oui, ça va forcément. Il est ultra important, je trouve, parce que si ce mec-là, c'est ta quatrième option, normalement, t'es bien. Un mec qui peut te mettre 20 points comme ça, qui a un jeu propre, efficace, c'est pas un très grand défenseur, mais oui, je le trouve important. Et dans les matchs comme ça où c'est un peu étriqué, qu'il arrive à mettre 20 points facilement en complément de Tyrese Maxey, c'est super important. S'il est sur ce niveau-là tous les playoffs, là, ils peuvent faire quelque chose, je pense, parce que ce soit en complément de Embiid et Harden qui sont dans un bon soir, ou juste pour prendre leur relève s'ils sont pas bien, il est essentiel. Ouais, très bonne analyse, je partage complètement. On va peut-être finir sur un tout petit mot sur le trophée de meilleur défenseur de l'année. Bon, c'était pas sur les matchs de la nuit, mais ça a été décerné hier soir. C'est donc Jaren Jackson Jr. Qui est nommé par les journalistes. Il termine devant Brook Lopez, et Evan Mobley est troisième. Je sais qu'il y a plusieurs joueurs qui ont eu des votes, mais bon, voilà, c'est pas à l'unanimité, évidemment. Mais j'ai pas vu le détail. Alors, il a 391 points, il a 56 premières places, il y en a 31 pour Brook Lopez, 8 pour Evan Mobley, Draymond Green en a 3, Bam Adebayo en a pris une quand même, et Joel Embiid a aussi pris une première place. Après, voilà, il y a eu du Giannis qui a été cité, du Anunoby, Claxton, Caruso, Butler. Mais donc voilà, Jaren Jackson Jr. qui termine quand même assez nettement en tête devant Brook Lopez. Surpris, pas surpris, je crois que c'était ton pick. Alors non, mon pick c'était Evan Mobley, mais on l'avait dit, on en avait parlé la dernière fois dans la lead session, je crois, quand on parlait de nos trophées. Les trois, pour moi, les trois qui sont sur le podium, il y avait des arguments pour les trois, et j'aurais accepté n'importe quel vainqueur parce que les trois ont des arguments très très solides.
Jaren Jackson Jr., c'est plus impressionnant visuellement parce qu'il peut être traqué partout sur le terrain. Il a une faculté à contrer qui est exceptionnelle, sans en plus jouer au volley, comme à l'époque mon ami Dwight Howard, qui faisait surtout des blocs de volley. Ça n'empêchait pas d'être un très bon défenseur, mais Jaren Jackson Jr., il te contre, et il te scotche et il repart en contre-attaque après. Ça, c'est quand même... Donc oui, Memphis a été une très bonne défense. Jaren Jackson a été excellent. Ça me choque pas du tout. Moi, j'aurais voté Mobley si j'avais eu un vote, mais c'est pas du tout un scandale. Mais c'est un scandale que tu n'aies pas de vote, par contre. Un jour, peut-être. Ah non, mais ils sont pas prêts. Moi, je veux trop faire le marginal dans les votes. Je ferais des dingueries, ça irait pas. Desmond Bain MVP. Ouais. En tout cas, écoute, on va terminer là-dessus. Les rendez-vous sur la chaîne Basket Session. Alors, sur la chaîne Twitch, ce soir, Late Session. Écoutez, si vous appréciez les CQFR, je vous invite vraiment à aller regarder nos lives en direct à 23h sur Twitch. On est rejoint par Benjamin Moubèche, avec aussi Shai et donc moi-même. Le ton est plus léger. On va parler un peu de ce que vous voulez, mais aussi des playoffs, évidemment, pendant 2 heures. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Le podcast est toujours disponible aussi sur la chaîne Basket Session Reverse. Là, c'est sur YouTube. Long podcast où on décrypte le premier week-end de playoffs. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau CQFR. Salut à tous. Ciao.